Donc, bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour vous présenter le cas de la compagnie Moderco qui nous a été présenté cet après-midi. Donc, je vous présente mes collègues. À ma gauche, Thomas Métivier, Nicolas Gauthier et moi-même, Olivier Bouchard, du groupe Consultation Pont. Donc, nous avons répondu au mandat qui était d'évaluer les options de croissance pour l'entreprise selon la croissance des 3 dernières années. Puis, on a évalué différentes options avec certains ratios financiers. Puis, on en est venu à certaines conclusions qui vont être expliquées tout au long de notre présentation. Donc, on va commencer par l'agenda. Donc, tout d'abord, on va voir la mise en contexte, ensuite le mandat et la problématique, pour enchaîner avec la stratégie, l'implantation, puis ensuite on va finir avec la conclusion. Merci Nicolas. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, donc, on a été en mesure d'établir plusieurs forces, points améliorés, opportunités et menaces. Pour ce qui est des forces, donc, on a établi que vous offrez une très grande flexibilité des produits, donc plusieurs produits sur mesure qui sont très intéressants pour la clientèle. Ensuite, une très bonne qualité des produits aussi, qui vous offre un avantage. Ensuite, une qualité de la production, donc en utilisant la méthode Kaizen et aussi une approche vers donc, le juste à temps. Pour ce qui est des points améliorés, donc une incertitude vis-à-vis à la croissance a été dénotée dans la lecture du cas. Puis aussi une dépendance économique face à un seul client. Donc, lorsqu'on a lu le cas, on a identifié qu'un client représentait 12% des ventes, ce qui peut mener à un risque potentiel. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, donc un programme de partenariat à l'international a été identifié, suivi aussi d'une ouverture sur les nouveaux marchés sud-américains tels que le Brésil et l'Argentine. Aussi, vos produits répondent aux normes du LEED qui vous offre une opportunité notable. Et finalement, donc, pour les menaces, votre concurrence démontre aussi, comme vous, une grande expertise face à la production des produits. Puis aussi, en ce moment, durant les derniers mois, donc une difficulté d'évaluation des marchés face aux contextes mondiaux, tels par exemple l'élection récente de Donald Trump, donc, qui va mener les États-Unis vers une approche un peu plus protectionniste, qui peut mener à des menaces potentielles pour vous. Donc, tel que mentionné plus tôt par mon collègue Olivier, notre mandat a été comment gérer la nouvelle croissance vécue par Moderco depuis 3 ans. Donc, les objectifs reliés à ce mandat ont été d'évaluer 3 des 5 options, puis choisir la meilleure des 3. Donc, les 5 options étaient premièrement d'acquérir le principal concurrent canadien, ensuite de vendre son entreprise à un acheteur américain, d'accentuer la présence sur les marchés étrangers, pour ensuite, la 4e était de développer un indicateur pouvant calculer la performance, permettant aux gestionnaires de prendre de meilleures décisions et pour améliorer la productivité. Puis finalement, réaliser votre rêve d'enfance, puisque je viens, qui était d'acheter Sanisport, qui était récemment mis en vente. Donc, les options retenues ont été d'acquérir son principal concurrent canadien, d'accroître sa présence sur les marchés étrangers, puis de développer un indicateur pour améliorer la productivité. On a écarté l'option 2, premièrement, l'option 2 qui était de vendre à une entreprise américaine, parce que dans les valeurs de votre entreprise, c'est important de conserver l'entreprise familiale, puis ça reste un fleuron québécois. Donc, seulement pour respecter vos valeurs, on a écarté cette option-là. Puis, finalement, aussi la dernière, la question de Sanisport, puisque on n'avait pas assez de données, en fait, pour calculer directement si cette entreprise-là valait la peine d'être acquérie. Super. Donc, on va poursuivre avec notre évaluation des différentes stratégies qui ont été retenues, soit la stratégie numéro 1, 3 et 4. Donc, tout d'abord, pour la stratégie numéro 1, qui était l'acquisition de la compagnie de Corflex, qui est le concurrent numéro 1 au Canada, oui. On a tout d'abord évalué le ratio d'endettement, parce que, comme on le sait, si on veut faire l'acquisition d'une nouvelle compagnie, on a besoin de fonds. Puis, si on veut des fonds, on a besoin d'emprunter. Donc, on était voir notre ratio d'endettement qu'on a calculé à 55,78%.
qui est plutôt bon, puisqu'on vise habituellement un 50%. Par contre, si on désire emprunter davantage, ça pourrait drastiquement augmenter le ratio d'endettement, ce qui pourrait engendrer certaines menaces au niveau des finances, surtout si on n'est pas certain du contexte économique actuel. Ensuite, au niveau liquidité générale, on a calculé un 4,51, donc ce qui sont les actifs disponibles pour disposer de notre passif. Donc à ce niveau-là, ça nous semblait plutôt bon. Toutefois, c'est sûr qu'on doit l'évaluer dans le contexte des années passées, à venir et selon la concurrence. Puis ça nous a amené à la liquidité immédiate si on fait la soustraction des stocks, ce qui nous donnait un 3,34 en liquidité nette pour investir plus directement dans nos projets d'investissement qui étaient à ce moment-là l'acquisition de Corflex. Poursuivons. Pour la stratégie numéro 3, qui était encore à ce moment-là un projet d'investissement, mais à ce moment-là pour le développement de marchés internationaux. Donc, on a encore une fois évalué notre ratio d'endettement de liquidité générale et liquidité immédiate pour notre possibilité d'emprunt. Ça, je ne passerai pas plus de temps là-dessus, ça fait déjà un moment que je l'explique. Donc, on a poursuivi, on a évalué le taux de rotation des clients qui était de 4,97, qui signifie environ qu'on perçoit les paiements des clients environ 5 fois par année, ce qui semble bon. Parfois, par contre, si on passe directement au délai de perception des clients de 73,38 jours, c'est un problème constant dans toutes les entreprises, la perception des comptes clients. On désire tout le temps qu'il soit le plus bas possible. Nous, on trouvait que 73,38, c'était un petit peu élevé, donc on désire réduire ce délai de recouvrement-là, et on va en reparler un petit peu plus tard dans le PowerPoint. Et ensuite, pour le taux de rotation des stocks, qui était de 6,82, ça nous indiquait qu'on fait une rotation d'environ 7 fois les stocks au cours de l'année. Donc, ce qui semble trop bon, ça prouve qu'on a une demande, puis qu'on produit une bonne quantité de produits. Mais c'est sûr que dans la stratégie 3, comme on désire aller à l'international, on va tenter d'augmenter notre production, donc on va devoir faire attention à la rotation des stocks. Et finalement, pour notre quatrième stratégie, qui était l'implantation d'objectifs et d'indicateurs de performance, on a encore une fois évalué nos différentes possibilités d'emprunt, mais on a plus, cette fois-là, posé nos différents indicateurs de performance qu'on proposerait à votre entreprise. On peut poursuivre. On a divisé ces indicateurs-là en trois différents indicateurs. Tout d'abord, on a l'augmentation du chiffre d'affaires de 10% annuellement. On a basé ce 10%-là sur la croissance qui était de l'an passé, qui a été de 10%. Donc, on s'est dit, les activités vont bien, on va viser encore une fois un 10% cette année. Ça nous semblait réaliste. Donc, à ce moment-là, on va demander aux gestionnaires des différentes parties d'entreprise d'évaluer cette augmentation du chiffre d'affaires-là. Par contre, mensuellement, donc on va diviser notre 10% sur 12, on va demander aux gestionnaires une hausse de 120 549,61 par mois. Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir évaluer si les atteintes ont été atteintes. S'ils ont été, tant mieux, on garde la même stratégie puis on continue dans cette optique-là. Sinon, on va pouvoir immédiatement le corriger au cours de l'exercice, ce qui a été moins bien, afin d'atteindre justement notre objectif de hausse du chiffre d'affaires. Ensuite, on vise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une diminution du délai de recouvrement des comptes clients, qui était plutôt élevé à 73,38 jours. Donc, de cette façon-là, on va imposer, on visait une diminution
à ce niveau-là. Puis on va devoir, c'est sûr, à ce moment-là, appeler ou même directement rencontrer les clients pour soit arranger ce qui ne fonctionne pas ou même à la base, avant de faire affaire avec de nouveaux clients, on va devoir évaluer les comptes, faire des enquêtes de crédit afin de vraiment de diminuer le délai de perception des comptes clients. Puis finalement, dernier élément, on vise une diminution des défauts de fabrication qui peuvent parfois faire mal à une entreprise, mais on a vu dernièrement que le Kaizen a été introduit au sein de la chaîne d'opération. Donc c'est sûr que ça va très bien pour l'instant. On vise encore une diminution. Cette année, on s'était dit qu'on faisait 2% en moins. Ça nous semble réaliste, mais c'est sûr que l'objectif est toujours de zéro défaut. Mais au cours des prochaines années, si on voit que la perfection des opérations est pratiquement atteinte, c'est sûr que cet indicateur va devenir moins efficace et même pas utilisable. Donc, c'est ce qu'on avait prévu pour la stratégie numéro 4. Maintenant, notre stratégie qu'on va vous proposer. Donc, nous, on a décidé d'intégrer deux stratégies simplement parce qu'elles se complètent l'une à l'autre. Donc, on va les fusionner. Donc, le développement des marchés étrangers et le développement des indicateurs de performance. Donc, pourquoi? Premièrement, une augmentation de la clientèle, ça va nous permettre une augmentation de la clientèle d'aller vers les marchés étrangers. Ça va nous permettre de réduire le risque parce que, comme on a pu voir au sein de votre entreprise, il y a un client qui occupait 12% des ventes. Donc, avec une augmentation de la clientèle, ça va permettre de réduire le risque à plus de clients. Donc, ce qui est bénéfique pour l'entreprise. Ensuite, dans une optique d'expansion d'entreprise, donc de croissance, aller vers les marchés étrangers, c'est toujours c'est une solution qui est très efficace à ce niveau-là. Ensuite, pourquoi on n'a pas choisi l'option 1? En fait, on considérait l'option 1 trop risquée, considérant le ratio d'endettement, puisque face à une crise économique, comme mon collègue Victor Olivier l'a expliqué, face à une crise économique, et ça peut être dangereux pour l'entreprise. Puis, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est assurer la pérennité de celle-ci. Donc, on veut toujours... on va aller plus vers un développement du marché étranger. Puis, l'intégration de l'option 4. L'option 4 va nous permettre d'évaluer tout cela, en fait, de toute notre stratégie qu'on va avoir mise en place, puis d'évaluer concrètement, quantitativement, l'entreprise en ce moment aussi, puis le développement de productivité que cette option va nous apporter. Puis comme j'ai mentionné, l'option 1, par contre l'option 1, on ne l'a pas balayé de la main complètement. On voit ça plutôt comme une solution future lorsque l'entreprise sera en mesure de pouvoir acquérir son compétiteur. Donc, c'est bien d'établir une bonne stratégie, mais ça prend un échéancier. Donc, on a établi un échéancier sur une période de 1 an. Première étape, donc au premier mois, donc, on vous suggère d'établir un plan d'action sur les marchés étrangers, donc de vraiment bien analyser aussi les investissements que ça va prendre finalement pour effectuer cette stratégie-là. Ensuite, la mise en place des indicateurs qu'on vous a suggérés, puis cette opération-là serait effectuée par tous les gestionnaires, donc vraiment pour faciliter la tâche. Puis le coût relié à cette étape-là, donc on a estimé un coût de 20 000 $. Ensuite, la deuxième étape, du 2e mois au 6e mois, donc à ce moment-là, l'étude de faisabilité est effectuée, l'étude de faisabilité sur le marché étranger et le plan d'implantation. Ensuite, donc la mise à jour des indicateurs. Après l'étape 1, on analyse si les indicateurs sont toujours à jour, s'ils sont toujours efficaces quant à la stratégie, puis on les modifie au besoin. Cette étape-là, on a estimé qu'elle correspondait à un coût de 10 000 $. Par la suite, la troisième étape, donc après un bon plan d'implantation, puis une très bonne étude de faisabilité. Donc là, vous pénétrez le marché, puis vous augmentez finalement vos parts de marché à l'international. Puis on a établi que cette étape-là coûtait à 250 000 $. Puis finalement, après la période d'1 an, donc on a planifié une période de 1 mois, donc la dernière étape, pour revenir sur le processus
qui a duré 1 an et voir qu'est-ce qui a été amélioré pour les prochaines années. Puis approximativement, cette étape-là donc, était de 5 000 $ pour un total de notre stratégie d'environ 285 000 $. Donc, en conclusion, on a basé notre stratégie vraiment sur une conservation des valeurs de l'entreprise. Donc, bien sûr, une croissance, on désire une croissance, on désire devenir plus gros, mais il faut toujours conserver ses valeurs en tant qu'entreprise. Puis aussi, dans une optique de devenir le numéro 1, le leader mondial. Donc, bien, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. La présentation est terminée. La durée de la présentation fut de 15 minutes 22 secondes. Nous passons maintenant la parole au juge pour la période de questions de 5 minutes. Dans votre implantation, le 250 000 $ pour la pénétration de marché, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, comment vous êtes arrivé à ce montant-là? Dans les grandes lignes, pas obligé d'être en détail, mais comment vous êtes fait? Bien, dans le fond, on a considéré qu'une implantation de marché, ça nécessitait énormément de temps. Premièrement, là, implanter un marché, surtout dans un marché comme le Brésil, qui a une culture différente à celle ici. Faire affaire avec les Brésiliens, c'est vraiment, il faut prendre notre temps, puis bien faire les choses pour être sûr d'avoir une relation de confiance avec eux. Puis aussi, l'implantation au Brésil, vous avez parlé dans votre cas de faire une usine, mais seulement d'aller porter les matériaux puis eux assembler les produits, construire cette usine-là, s'équiper du matériel nécessaire aussi. C'est des coûts qui sont assez substantiels, donc c'est là-dessus qu'on a basé notre montant. Peut-être un deuxième volet à cette question-là. Vous évaluez à peu près à 285 000 le coût total de l'implantation de l'usine. Selon le ratio d'endettement de l'entreprise, mais quand même, Moderco est quand même en santé financière. C'est quoi votre suggestion au niveau du financement, soit par le cash flow direct ou aller en financement externe? Comme on l'avait envisagé, on optait vers vraiment le financement externe. Un prêt bancaire serait probablement l'option la plus envisageable. Notamment, on avait vu qu'il y avait des taux préférentiels à ce niveau-là. Donc, on croit que c'est vraiment une option qui est super. Puis, c'est sûr qu'on doit contrôler notre ratio d'endettement. Donc, si on fait pas de dépenses qui sont qui dépassent de beaucoup notre coût de projet, on devrait être bon pour contrôler à ce niveau-là notre endettement. Puis, ça serait un bon moyen d'utiliser le levier financier pour permettre un meilleur profit. Puis, en même temps, ça permettrait, ce serait vraiment l'option qu'on envisageait, le prêt bancaire. Je peux ça répondre. Oui. En termes de marché, donc là, on peut organiser la présence plus accentuée sur des marchés étrangers, mais là, ce que je peux comprendre maintenant, c'est pas les spécifiquement théoriques ou privilégiez-vous les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient, ou ça inclut tous ces régions-là dans votre plan d'action ou dans sur vos analyses? En fait, on s'est beaucoup concentré sur le Brésil, étant donné le partenariat que vous tentiez de mettre en place. Le Brésil semble la meilleure solution, en fait. Puis, étant donné aussi que le Brésil est une économie en explosion, là, puis avec une clientèle importante, on est convaincu que le Brésil est vraiment la meilleure option à court terme, dans un délai d'1 an d'implantation. Donc, on devrait toucher d'autres marchés après 1 an, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, notre échéancier était sur 1 an pour l'Inde. Et ce coût-là, c'est pour seulement le Brésil? Exactement. Moi, j'aurais peut-être juste une question. Quand vous avez analysé les ratios, vous aviez dit qu'on était autour de 50% d'endettement, ce qui était la cible visée. Par après, vous avez dit que c'est à cause de notre taux d'endettement que vous vouliez rejeter l'option numéro 1, peut-être d'acheter le concurrent canadien. Pourquoi ça va compris? En fait, c'est que notre taux d'endettement qui est visé est de 50%. Comme il est actuellement de 50%, si on fait un emprunt externe, comme j'ai mentionné, un emprunt bancaire, ça va venir augmenter justement notre endettement. Donc, comme il est à 50% actuellement,
on a une marge de manœuvre pour encore l'augmenter, mais elle n'est pas non plus infinie. Donc, oui, l'emprunt bancaire va venir augmenter notre ratio d'endettement, mais c'est sûr qu'on ne doit pas s'en aller dans du 90% parce que c'est là que ça devient dangereux plus à long terme pour l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, c'est plus, comme on envisageait certainement l'emprunt externe, si il était trop gros, c'est là qu'on venait comme dépasser notre ratio d'endettement. Donc, on voulait contrôler l'emprunt. C'est pour ça qu'on a plus opté vers l'option de la croissance et non de l'acquisition. Je ne sais pas si... Soit. Merci beaucoup, monsieur.